La semaine dernière, New Line Cinema a levé le voile sur Destination Finale Bloodlines à travers une première bande-annonce. Destination Finale Bloodlines, 14 ans après le dernier volet de la saga Destination Finale et qui semble en reprendre tous les artifices, le fatalisme, les morts spectaculaires et la crise économique. Ouais. À la famille, on choisit pas toujours celle qu'on a, mais une fois qu'on en a une, on s'y accroche. Ça, c'est clair. Ouais. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Tu vas voir. Ça va tomber. Ça fait des années que je la maintiens à distance. Charlie, avec toi. Mais cette ordure ne laisse jamais tomber. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas fini. La mort va s'en prendre à toute notre famille. Dans la mort, il n'y a pas d'accident, pas de coïncidence, pas de mésaventure et pas d'échappatoire. Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, alors vous vous souviendrez sans doute de ces quelques lignes de William Bloodworth, l'un des personnages récurrents de la célèbre saga de films d'horreur Destination Finale. William Bloodworth, incarné à l'époque par le désormais défunt Tony Todd. William Bloodworth qui avait ce rôle fonction d'expliquer littéralement la règle du jeu, prémisse fondamentale de la saga Destination Finale, à savoir: on ne peut pas échapper à la mort, et si celle-ci est trompée à un moment de votre vie, elle reviendra inexorablement finir son travail. Un concept simple qui avait permis de construire 5 films durant une méthode Destination Finale avec des personnages échappant miraculeusement à une catastrophe qui aurait dû leur coûter la vie, mais que la mort, frustrée d'avoir été ainsi contournée, va traquer un par un pour récupérer son dû. Chaque film mettant alors en scène des morts toujours plus spectaculaires, toujours plus absurdes les unes que les autres, dans ce qui est devenu une marque de fabrique des films Destination Finale, des films pas ouf par ailleurs, hein, on a un peu tendance à collectivement l'oublier, et si on avait tendance à l'oublier, c'est que sans nouvelles de la saga depuis 2011, on avait fini par penser que celle-ci elle-même n'avait pas pu échapper à son funeste destin. En cause, un essoufflement graduel des recettes en salle, bien sûr, la répétitivité de la formule aussi, mais également la restructuration des studios chez Warner New Line qui avait poussé à donner la priorité à d'autres franchises super héroïques notamment, et ce, même si l'envie de faire de la thune était là depuis le Destination Finale 5 de 2011 avec Tony Todd justement qui soulignait à qui veut l'entendre à l'époque que dans un Destination Finale 6 il y aurait un gros accident en montagne. C'est pas un projet Tony, ça. C'est pas comme ça qu'on pitch. En 2013, le producteur Craig Perry réalisait même avec Alexander McNeil un concept trailer avec une éventuelle suite se passant au Moyen-Âge. Mais c'est finalement en 2019 qu'ont été rapatriés Patrick Melton et Marcus Dunstan de la franchise de films d'horreur Saw pour écrire le scénario initial d'un Destination Finale 6, décrit comme une réinvention de la franchise. Même si Craig Perry dit que non, alors que le créateur de la série, Jeffrey Reddick, dit que oui. Projet bien engagé. En octobre 2021, Loris Evans-Taylor, la scénariste du film Célador, est annoncée comme la nouvelle scénariste de ce projet Destination Finale 6, by Patrick et Marcus. En septembre 2022, c'est Zach Lipovski et Adam Stein qui ont été sélectionnés parmi 200 candidats pour réaliser le film après qu'ils ont mis en scène une mort fictive lors d'une réunion Zoom avec les dirigeants et les producteurs de New Line. Heureusement que c'était pas un film pour adultes ou un film de baston. Bref, ce sont rapidement enquillés au casting de ce Destination Finale 6 tout un tas de nouveaux noms pour la saga. Kathleen Santaruana, Théo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, mais aussi Tony Todd dans son rôle de William Bloodworth quelques mois avant son décès en novembre dernier. Pour un film au tournage bouclé depuis début 2024 et qui depuis s'est offert un nom
Destination Finale Bloodlines, une date de sortie en salle le 16 mai prochain et une vraie bande-annonce sortie la semaine dernière, devenue en quelques heures la deuxième bande-annonce d'un film d'horreur la plus vue de l'histoire, après celle du film Ça d'Andy Muschietti de 2017, bande-annonce qui, loin, très loin de nous présenter une réinvention de la franchise, nous a présenté au contraire, comme vous avez pu en juger en introduction de cet édito, une succession de morts ou de promesses de mort élaborées, archétypales de la série, toutes littéralement plus spectaculaires les unes que les autres, avec ces personnages chutant dans des tours de plus de 300 mètres de haut, écrasés par des porte-tambours ou passant, ni vu ni connu, sous des tondeuses à gazon téléguidées. Le tout dans une bande-annonce qui nous a présenté également Stephanie Lewis, incarnée par Kathleen Santaruana, justement, une étudiante tourmentée par des cauchemars récurrents et violents qui retourne chez elle pour retrouver la seule personne capable de briser ce cycle et sauver ainsi sa famille d'une inévitable fin macabre. Même si à la fin, ce sera probablement inévitable quand même, Monsieur Anderson, puisqu'il faut bien reconnaître à la saga Destination Finale une certaine vision fataliste du destin qui lui a parfois valu d'être targué d'œuvres conservatrices dans sa présentation, que toute tentative d'échapper à celui-ci était vouée à l'échec et que chacun dans ce monde a une place fixe qu'il ne peut contourner. Une critique qui a en réalité eu moins souvent lieu dans le contenu réel du film que pour son appartenance à un genre jugé lui-même globalement conservateur, le slasher movie. Les slashers, les gens, cette typologie de film d'horreur, vous connaissez, où un tueur masqué traque et élimine un groupe de personnages, souvent de la manière la plus brutale et la plus graphique possible. Un groupe de personnages dont il ne restera plus personne à la fin, si ce n'est la fameuse Final Girl, qui avait tout compris avant tout le monde et qui finira par se débarrasser d'une façon ou d'une autre du meurtrier. Les slashers, une typologie de film initiée par les films Massacre à la tronçonneuse et Black Christmas de 1974, mais surtout popularisée par Halloween de John Carpenter de 1978, des films qui vont dans leur sillon entraîner un peu plus d'une décennie durant la production de pas moins de 300 films du genre, même si malgré les succès, peu ont connu un développement en franchise aussi massif qu'Halloween, que Vendredi 13, que Les Griffes de la Nuit, qui ont nettement dominé le box-office horrifique des années 80. Les slashers, enfin, cette typologie de films qui ont aussi des années durant été considérés, notamment par les critiques et les médias, comme des films violents, comme des films vulgaires, comme des films profondément conservateurs, notamment du fait que de jeunes personnages étaient régulièrement punis de mort pour leur comportement transgressif, que ce soit du fait de leur rapport à la sexualité, de leur rapport aux drogues ou de leur rapport à l'autorité étatique et ou parentale. Bref, une imagerie d'œuvres profondément conservatrices, voire un rien réac, traitant vaguement de l'adolescence comme une phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, caractérisée par des tensions et des changements. Les personnages adolescents de ces films-là y étant le plus souvent dépeints comme des monstres potentiels avec leur comportement transgressif, leur désir sexuel, leur indépendance naissante. C'est terrifiant, rien qu'au fait de le dire. Les slashers représentant alors, nous disait-on et nous dit-on encore trop souvent, une simple réflexion sur l'innocence perdue et sur la corruption de la jeunesse. D'où le fait que la Final Girl, si présente dans les slashers des années 70-80, soit quasi toujours une femme jeune, intelligente, mais surtout chaste, qui est la seule à comprendre la menace et à y survivre. Sa survie biologique et sociale étant alors entièrement corrélée à son attitude morale. Sauf qu'en décorrélant ainsi l'analyse des slashers de leur époque de conception et de production, il me semble qu'on se coupe d'une grande partie des potentialités de lecture de ces films et des analyses des tropes qui y étaient et qui y sont encore présents, puisque, comme le souligne Karakvaran dans son chouette papier You Are All Doomed, une analyse socio-économique des slashers, autant la production de ces films que leur réception et leur succès s'expliquent en grande partie par le contexte socio-économique de l'époque. Si pour certains, de l'autre côté du capital, les années 80 ont été perçues comme une période de prospérité sous le mandat de Ronald Reagan, il faut aussi redire, comme on avait pu le faire à plusieurs reprises dans l'émission, que ces mêmes années 80, ont surtout marqué, et a fortiori pour les classes populaires et les nouvelles générations, une érosion concrète et matérielle des grandes promesses du rêve américain. La déréglementation des industries, la fin de l'État-providence, les réductions fiscales pour les entreprises et les particuliers les plus riches, censées stimuler l'investissement et la création d'emplois, mais en fait non. La réduction des dépenses publiques, entre autres politiques néolibérales, ont eu un impact direct sur les jeunes Américains qui ont dû faire face à l'époque à un taux de chômage élevé, à une montée du travail précaire et à des emplois temporaires, à une hausse des frais de scolarité, à un accès plus restreint aux études supérieures pour les jeunes des classes populaires et ou issus de minorités, ou encore faire face à l'endettement étudiant. Bref, autant d'éléments qui ont mené une grande partie de la jeunesse, notamment populaire de ces années, à vivre une désillusion croissante, l'écran de fumée de la promesse d'un ascenseur social qui permettrait à tous d'accéder à la réussite s'étant dissipé peu à peu.
Or, ce qu'on oublie souvent de rappeler les gens, c'est que c'était de facto ce public-là qui était visé avec les slashers des années 80 et ce public-là autour duquel s'est construit la rentabilité du genre. Des slashers d'autant plus présents que ceux-ci étaient peu coûteux à produire avec leur scénario répétitif et leurs acteurs bien souvent débutants et mal payés, vous l'imaginez bien. Mais Lex, attends. C'est bizarre cette histoire. Tous ces jeunes qui enquillent en salle des slashers conservateurs qui leur veulent du mal. Oui. Ou peut-être que si les films d'horreur des années 80 ont souvent été qualifiés, il est vrai, de divertissement réganien, mettant en valeur l'hégémonie blanche et patriarcale, bon nombre de slashers, eux, constituaient à contrario une forme de contrepoint en illustrant de manière violente les échecs du modèle économique dominant dans des films mettant en scène des environnements familiers, la banlieue américaine, le camp de vacances, le lycée, autant d'environnements se révélant de plus en plus dangereux, dans des films où l'absence ou l'inefficacité des adultes fait foi. Dans Halloween, c'est les parents, c'est les policiers, mais c'est aussi la figure d'autorité du psychiatre avec le personnage pourtant récurrent du Dr Loomis, incarné par Donald Pleasence, qui passe son temps à traquer Michael Myers sans jamais pouvoir l'arrêter. Dans Les Griffes de la nuit, ce sont les parents qui aggravent la situation en tentant de protéger leurs enfants, comme un écho aux politiques réganiennes compromettant l'avenir des plus jeunes. Mais c'est aussi plus globalement, dans ces films, toute une modernité technologique qui s'effondre en miroir aux politiques de déréglementation, de soutien aux investissements privés et au développement des technologies militaires, favorisant ainsi l'essor de la Silicon Valley des industries de défense sous Reagan, une technologie dans ces slashers qui, si elle devrait assurer la sécurité, disait-on, échoue ici en réalité systématiquement, les armes à feu n'ayant souvent aucun effet sur le tueur, l'électricité, les téléphones, les voitures étant régulièrement hors d'usage, voitures habituellement symbole de la liberté des adolescents et de l'essor de la classe moyenne, devenant ainsi un instrument de trahison, dans des films aussi où l'on peut, et à raison il me semble, considérer que le tueur peut être une sorte de force régulatrice, cherchant à nettoyer la société des transgressions et à rétablir l'ordre. Il faut aussi rappeler qu'il témoigne en même temps aussi d'une violence extrême, comme miroir de l'exagération des mécanismes de contrôle sociaux et critique de la manière dont les systèmes sociaux répriment et punissent de manière disproportionnée les individus qui dévient des normes. Et à bien y regarder les gens, à bien y regarder, même la final girl des slashers des années 80, imposant bien sûr, une survivante souvent puritaine, valorisant une féminité conforme aux normes patriarcales, tandis que les autres femmes perçues comme transgressives sont punies par la mort, tout ça est acté. Même la final girl, à bien y regarder, est à remettre au contact de la réalité économique des années 80, dans un contexte où le coût des études explosait, où le chômage touchait massivement les jeunes, où l'ascenseur social s'effondrait, où cette final girl faisait aussi et peut-être surtout le jeu de la métaphore d'une survie dans un monde nouveau, néolibéral, incarnant pour elle l'idéal d'une jeunesse qui devait se battre seule pour échapper à la précarité. Et ce qui est assez fascinant par ailleurs, c'est que le slasher en déclin dans les années 90 a retrouvé une pente ascendante au début d'une nouvelle crise économique, celle des années 2000, avec notamment la production des remakes attendus d'Halloween, de Vendredi 13, des Griffes de la nuit, respectivement en 2007, en 2009 et en 2010, des remakes qui adaptaient leurs personnages en les faisant passer d'un milieu plutôt bourgeois à un milieu ouvrier ou précaire, reflétant et actant ainsi la perte d'illusion d'une possible ascension sociale dans un avenir plombé par la dette étudiante et le chômage. Les années 2000, une période propice donc à la réinvention, au renouveau des slashers avec toute cette période de slashers dits tardifs. C'est Scream à la fin des années 90 et toute sa batterie de films très méta et postmodernes qui revenaient sur et jouaient avec les codes du genre, mais c'est aussi Urban Legend, c'est La cabane dans les bois, c'est Beyond the Mask, c'est Souviens-toi l'été dernier, et c'est bien évidemment Destination Finale en l'an 2000, Destination Finale qui arrivait en pleine récession du début des années 2000, mais aussi en pleine explosion des nouvelles technologies avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, de nouvelles formes de communication qui ont transformé la société, la manière dont les gens s'informent, interagissent et plus largement vivent. Un changement doublé d'une crise, entraînant avec lui aussi une certaine anxiété collective autour de la perte de contrôle, de la surveillance et de l'invisible. Tiens donc, les thèmes de Destination Finale, c'est étrange cette histoire. Et c'est bien dans ce cadre qu'il me semble qu'il faut relire Destination Finale, dont la fatalité et l'inéluctabilité du destin opéraient une critique de l'illusion de contrôle personnel qui caractérise le néolibéralisme. Peu importe les efforts individuels, le système reste fondamentalement arbitraire et incontrôlable et n'offre aux individus aucun échappatoire, puisque, contrairement à un bon nombre de slashers des années 80, les morts dans Destination Finale n'étaient le plus souvent ni punitives ni morales, elles étaient absurdes et non méritées
vérité, laissant planer tout du long un fort sentiment d'injustice contre lequel personne ne pouvait se prémunir. Dans Destination Finale, ni la famille, ni vos amis, ni l'État ne pouvaient vous sauver. Le film rappelant, malgré ou grâce à lui, que dans un monde marqué par le chaos économique, la compétition et la chance, les règles sociales et les efforts individuels n'ont aucune garantie de protection contre la fatalité et que la mort est aussi aléatoire que le système économique lui-même. A fortiori, que vous le savez si vous avez encore le film en tête, le cut brutal du dernier écran noir du premier film souligne que le danger persiste, que la peur ne disparaît pas avec le générique de fin, évoquant là aussi un système qui maintient les individus dans des incertitudes permanentes par leur précarité économique, par leur instabilité sociale, par leur peur du déclassement, puisque dans Destination Finale, la peur n'est plus liée à une menace visible, mais à une angoisse diffuse et omniprésente, reflet de bon nombre de jeunes américains, notamment de classe populaire de ces années-là, et rappeler toute cette filiation de Destination Finale au slasher, mais aussi à son contexte de production, me semble d'autant plus intéressant que ce nouveau Destination Finale Bloodlines, lui aussi, arrive en pleine nouvelle crise économique mondiale, un terreau propice à la réémergence de nouveaux slashers, prêts à apporter avec eux un nouveau regard violent sur le monde. Destination Finale Bloodlines, les gens, ce sera le 16 mai prochain dans les salles françaises, en espérant que le film ait encore là quelque chose à nous dire sur son temps, ce qui le pousserait de facto, n'en déplaise à son producteur Craig Perry, à réinventer une saga vieille de plus de 20 ans, dans quel cas on pourra regarder ce dernier dans les yeux et lui dire le rictus au coin des lèvres. Tu vois, ça va trancher, Perry.